Passionné d'histoire, passionné de Metz surtout, et passionné de théâtre. J'ai la robe qui est derrière toi qui va aller à Versailles. Je suis prêt, j'attends. Bienvenue dans ce premier numéro de Passion Patrimoine, un titre sur mesure. Et oui, ils sont nombreux, ces passionnés d'histoire, qui vivent cette passion à travers leur quotidien. Alors justement, nous allons aller à leur rencontre et vous allez voir, de nombreuses surprises sont à attendre dans chacun de ces épisodes. Vous êtes prêts pour le premier? Allez, c'est parti! Le rendez-vous de ce premier numéro est donné à Metz, ville réputée pour son patrimoine exceptionnel, reflétant de nombreuses époques qui fascinent les passionnés de cette ville. Pour cette première partie d'émission, direction la place de la Comédie, l'un des joyaux de la ville de Metz. Aujourd'hui, la thématique, c'est le XVIIIe siècle. Et oui, on le sait, à Metz, ces empreintes du siècle des Lumières sont nombreuses. Et nous commençons cette émission avec Florent Albiani. Vous allez voir que lui, sa passion pour le XVIIIe siècle, il a même réussi à en faire un métier. À 27 ans, Florent Albiani est guide conférencier et comme vous pouvez le voir, il passe difficilement inaperçu. Habillé en maréchal-duc de Belle-Île, le célèbre gouverneur de Metz de la première moitié du siècle des Lumières, qui va profondément transformer la cité messine, Florent permet aux curieux de mieux comprendre et connaître le patrimoine qui les entoure. Un jeune homme étonnant et, vous allez vite le comprendre, passionné par l'histoire de sa ville et par son personnage. Bonjour Florent, bonjour Monsieur le Marquis. Tout de même. Alors, Monsieur le Marquis, le XVIIIe siècle, à Metz, c'est une ère de grande transformation, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Puisque Metz, il faut bien savoir qu'à l'époque-là, était nouvellement français. C'est une ville commerçante qui va se transformer en ville de garnison. Et donc la ville va vivre au rythme de la garnison. Eh bien, les forgerons vont faire des armes pour les soldats. Les boulangers vont faire des rations pour les soldats également. Mais il manque quelque chose encore, c'est que les habitants ne se sentent toujours pas français, ils se sentent toujours messins. On disait même à l'époque que lorsqu'un messin va à Paris, il va en France, hélas. Donc francisation, pas encore tout à fait réussie. On peut peut-être préciser que justement, s'ils se sentent plus messins que français, c'est que Metz ne devient française qu'en 1648 et qu'avant ça, Metz est une ville libre d'empire avec une entité propre. Metz, lorsqu'elle devient française, finalement, tout est à faire. Tout est à faire. Et à commencer par cet endroit-là qui auparavant était un endroit marécageux. Un endroit qu'on appelait même le Petit Saulcy, puisqu'il y avait des saules qui étaient plantés. J'ai profité de l'occasion, j'ai sauté dessus pour pouvoir le faire assécher et y faire construire l'hôtel des spectacles. L'opéra, à l'époque, c'est un style artistique qui se développe ici. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant au XVIIIe siècle, mais je vous le dis, au XXIe siècle, ici, c'est le plus vieil opéra de France, encore en activité. C'est vrai ça? Bravo. J'en suis tout fier, tout honoré, vous m'envoyez très fier en tout cas. Alors justement, cet opéra-théâtre donc est construit ici sur un ancien marécage, je vous l'avais dit, mais il n'y a pas que cette place que vous allez faire construire, cher Duc, puisqu'il y a aussi dans le centre-ville et également en périphérie de la ville, vous allez construire d'autres structures. Effectivement, quand on regarde la place de France du côté de Fort-Moselle, et un petit bijou que j'affectionne tout particulièrement et dont je suis à l'initiative, c'est la place d'Armes. Parce que Metz, à l'époque, avait bel et bien déjà une première place d'Armes qui était située près de la cathédrale, mais tellement exiguë, tellement étriquée, alors que moi j'avais quand même la volonté, tout de même, de faire de Metz une ville royale et de faire rayonner la gloire du souverain à Metz. Pour cela, rien de tel donc une place militaire en plein milieu de Metz, et c'est donc Blondel qui ensuite s'est chargé. Voilà. Mon pauvre marquis, vous mourrez avant que cette place soit terminée. Effectivement. Donc Metz devient ville royale, notamment grâce à l'impulsion que vous allez apporter dans la première moitié du XVIIIe siècle. Exactement. Alors je propose maintenant qu'on laisse le marquis aller se reposer un instant et qu'on se retrouve avec Florent Albiani, donc, qui est sous ce costume et qui est donc guide conférencier, spécialiste du XVIIIe siècle à Metz et grand passionné surtout. Passionné d'histoire, passionné de Metz surtout, et passionné de théâtre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît particulièrement, que j'aime vraiment placer au cœur de mes visites. Jouer un rôle, jouer un personnage, jouer avec les visiteurs aussi et créer en fait un moment un petit peu spécial, créer en fait une relation, un jeu avec le public. L'histoire et le théâtre, c'est justement ce que tu as créé donc avec Échappée temporelle. Échappée temporelle, tu incarnes donc le maréchal-duc de Belle-Île et tu organises des visites à destination de qui alors ?
Alors tout particulièrement le public messin, puisque c'est vrai que c'est assez spécial finalement. On a une si belle ville et on a beaucoup de personnes qui sont très fiers de vivre ici et pourtant on ne connaît pas forcément l'histoire. On a tendance à penser peut-être que le Temple Neuf nous date du Moyen-Âge. On ne sait pas forcément qu'on a le plus vieil opéra-théâtre de France encore en activité. Et souvent, je suis confronté aussi à des visiteurs qui me disent j'ai de la famille ce week-end, je ne sais pas quoi forcément leur montrer, quoi leur raconter surtout. Donc on va faire une petite expérience, une petite escapade, une petite échappée temporelle en famille. Alors, on peut dire quand même que ces échappées temporelles, ça permet aussi aux gens, d'une part, de comprendre cette fierté qu'ils ont de la ville, parce qu'elle est belle, mais quand on la connaît, c'est quand même un peu plus sympa de pouvoir le partager. Et donc, ce genre d'initiative participe à faire connaître, à partager l'histoire, certes, le patrimoine, d'autre part, mais aussi ce rayonnement de la ville de Metz. Bien sûr. Une ville qui a souvent été un petit peu rattachée, comme toute la Moselle, c'est les anciennes sidérurgies, c'est la ligne Maginot. On en oublierait presque, et on en a oublié d'ailleurs pendant longtemps, tout ce qu'il y a autour. Mais c'est une ville riche de patrimoine, 18e et autres siècles confondus. Bien sûr, et c'est finalement aussi grâce à tous ces besoins militaires que Metz a été vraiment au cœur des enjeux géopolitiques à l'époque et que le pouvoir royal a dû s'affirmer. Donc c'est par sa position stratégique, géographique, qu'on a finalement en fait mis le paquet sur tout ce qui est patrimoine militaire, alors à la fois 18e siècle, mais ce qui est drôle aussi c'est de le comparer et de le mettre en opposition avec le patrimoine aussi allemand, fin 19e. Là pareil, c'était la nouvelle vitrine de l'Allemagne. L'empereur fait construire l'une des plus grandes gares de l'Empire d'Allemagne à l'époque, et la plus belle gare de France. Tout à fait, 3 fois, on en est fiers. Donc voilà pour le patrimoine. Moi je propose maintenant qu'on aille, comme au XXIe siècle on aime le faire, peut-être à l'époque aussi, qu'on aille se poser en terrasse et qu'on parle un peu plus de toi, de cette passion, comment est-ce qu'elle est née. Avec plaisir. Eh ben allez, c'est parti. Donc, Florent Albiani, ta passion donc c'est l'histoire. Moi j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'elle naît cette passion. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis je veux vivre de l'histoire, je veux vivre de cette passion? La première chose, alors c'est marrant parce que finalement j'ai jamais été à la base, en tout cas quand j'étais enfant, passionné d'histoire. Je voyais pas trop l'intérêt à vrai dire. Et finalement en fait c'est à partir de l'année de 3e j'ai eu la prof on a tous dans notre enfance ou notre adolescence un ou une prof qui nous a fait la vie. Voilà, exactement. Et on était en 3e et en fait j'ai compris finalement que l'histoire, d'apprendre l'histoire, ça permettait de comprendre le présent aussi. Si on se penche un petit peu sur le passé, évidemment toutes les conséquences que ça a, on peut sentir les répercussions qu'on a aujourd'hui, les leçons du passé aussi par exemple. Donc c'est à partir de là que je me suis un petit peu plus penché sur comment le monde a fonctionné, comment il fonctionne aujourd'hui, mais j'avais pas encore envie d'en faire un métier à ce moment-là. Alors pourquoi le XVIIIe siècle? Parce que là le maréchal-duc de Belle-Île c'est quand même THE personnage important du XVIIIe à Metz. Pourquoi lui? Pourquoi le XVIIIe? Pourquoi le siècle des Lumières? Alors pourquoi lui? Parce que Belle-Île, c'est un personnage qui est un petit peu burlesque, un petit peu cabotin, qui aimait bien faire son petit spectacle, un peu comme moi finalement, et puis comme toi aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça, puis je me suis dit, porter une perruque, qu'est-ce que c'est drôle quoi, ça change un petit peu du quotidien, j'ai envie de faire marrer les gens, et c'est pour ça qu'un beau manteau à dorure, ça fait le job. Alors ça fait le job, je signale quand même que c'est du velours, hein, et qu'en plein été pour les visites ça doit faire chaud quand même. Un petit peu, hein. Ouais. Alors, l'histoire, donc, tu t'y intéresses en 3e, tu en viens donc au XVIIIe siècle avec ce personnage de Belle-Île. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que quand on s'intéresse, c'est une vraie question ça, quand on s'intéresse à l'histoire, est-ce qu'on est obligé de s'intéresser à toutes les époques ou est-ce que, selon toi, on peut s'intéresser, c'est le mauvais exemple parce que, ou le bon exemple puisque tu t'intéresses principalement au XVIIIe siècle, mais quand on s'intéresse au XVIIIe siècle, ça veut dire aussi qu'on s'intéresse à tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qui a amené à ces transformations du XVIIIe siècle. C'est pour ça que j'en parle justement en visite, je t'introduis toujours sur le fait que auparavant Metz était indépendant, ensuite forcément ça a eu du mal à se franciser petit à petit, et puis ensuite il y a eu l'arrivée des Allemands. On veut effacer par exemple les marques de la royauté française. Je vous parle du portail de Louis XV par exemple, qui auparavant était sur la cathédrale. Ça a été effacé, on repasse par quelque chose qui est un peu plus proche de la culture allemande, avec un nouveau portail. Donc, pareil pour la gare, c'est grâce à ça en fait qu'on a une énorme gare à Metz, plus belle gare de France finalement, alors que construite en Allemagne quand même. Oui, mais aujourd'hui elle est en France. Et aujourd'hui elle est en France, ouais. Et enfin une autre question qui me vient, c'est ce goût de l'histoire. Tu parlais de ta prof qui t'avait changé en tout cas ta vision des choses concernant l'histoire.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'histoire locale, je dis bien, Oui. est suffisamment apprise aux jeunes générations, aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs? À mon sens, non, et c'est super important aussi, si on veut parler d'identité, en fait, quand on se revendique comme étant, je sais pas, mosellan, lorrain, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce qu'on est au courant de toutes les changements de territoire et d'identité qui se cachent derrière tout ça, Et qui ont finalement? été nombreux ici d'ailleurs. Et qui ont été nombreux, justement, ici en particulier, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être lorrain? Qu'est-ce que ça veut dire se sentir chez soi? Ouais, à mon sens, c'est important de se tourner vers son passé à soi-même pour mieux comprendre et peut-être mieux définir, mieux comprendre son identité à soi, quoi. Il y a une chose que j'aime bien dire aussi, c'est que finalement, on ne défend, on ne connaît réellement ou on ne veut connaître que ce qu'on aime. Sauf qu'on n'aime que ce qu'on connaît aussi. Oui. C'est le serpent qui se mord la queue. Un petit peu, ouais. Celui qui s'intéresse à l'histoire va apprécier de découvrir tout ce qui a fait cette identité mosellane, messine et autres. Et donc aura envie d'aller plus loin. Bien sûr. On est d'accord avec ça. Toi, c'est aussi ce que tu fais grâce à ce métier de guide conférencier en costume, etc. Intéresser le maximum de monde. Ce que j'aime surtout, surtout que je vise principalement du grand public. En fait, j'aime aussi animer, j'aime aussi faire découvrir un petit peu autrement le patrimoine. En fait, initier en quelque sorte et éveiller une petite curiosité sur pourquoi Metz est comme ça, pourquoi le monde, pourquoi l'architecture est comme ça en fait. Très bien. Merci beaucoup, Florent. Alors, merci à toi, Tim. Florent, avec plaisir. Est-ce que tu connais les corsets de Lola? Oui, bien sûr. Alors, les corsets de Lola, en fin de compte, c'est une autre passionnée qui est aussi passionnée du XVIIIe siècle et qui construit ses propres robes. Eh bien, je te propose, mon cher Florent, puisque je crois que tu vas nous accompagner, bien sûr, que nous allions découvrir l'atelier de Laura, qui donc a créé les corsets de Lola. Petite promenade dans la belle ville de Metz pour rejoindre le domicile de Laura, qui est sans doute en train de préparer sa belle collection de robes style 18e siècle. Enfin, encore faut-il que je sache à quelle porte je dois frapper. C'est là. Salut Laura. Bonjour Tim. Ça va? Bienvenue. Merci. Bienvenue chez moi. Je me permets. Hein. Je t'en prie. Allez, oh, wow. Ça y est, tu les as déjà sorties. Elles sont toutes là. Magnifique. Merci beaucoup. Je peux? Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette passion? Donc toi, ta passion, c'est les robes du XVIIIe siècle. Ça fait très Marie-Antoinette, en fait, tout ça. Hein. C'est extrêmement Marie-Antoinette, puisque c'est vraiment l'époque de la cour de France, 1760-1780, selon les modèles. Et c'est une passion que j'ai depuis un certain nombre d'années et qui m'a amenée à me développer et puis à construire tout ça. Alors, on est d'accord, c'est toi qui fais tout, hein. Tu les dessines, tu les couds, tu fais les patrons, Je les pense de A à Z dans le sens où je vais choisir les tissus, je dessine un peu les coupes en me servant de patrons historiques, et puis ça devient aussi des choses un peu actualisées à l'ère contemporaine. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette passion pour ces robes? Beaucoup de choses. Et c'est lourd. C'est très porter, lourd, hein. Il y a parfois 9 mètres de tissu dessus, donc, ah oui. Donc étalé par terre quand je travaille, c'est souvent au sol. Et la passion, c'est de plusieurs domaines, on va dire. Il y a le domaine musical, ça reste culturel en général, puisqu'il y a eu Mylène Farmer, donc l'influence de ses clips des années 80. C'est vrai qu'on la voyait très souvent avec ses cols très 18e. Barry Lyndon, Les Liaisons Dangereuses, tout ça, c'était une grande source d'inspiration. Il y a eu aussi tout ce qui est la cour de France, hein, forcément, les livres d'histoire nous racontent la majesté des cours d'antan, avec ses belles toilettes, ses beaux bijoux, et forcément, quand on aime les belles choses, on aime forcément cette époque. Mais alors, quand on fait une robe comme celle-ci, ça représente combien d'heures de travail? Pour une robe, là je vois qu'il y en a plusieurs, il y en a combien d'ailleurs en tout? Alors j'en ai une petite dizaine là actuellement en stock, en sachant que je les revends régulièrement, puisque quand je l'ai portée une fois, j'ai envie d'en avoir une autre, comme toutes les filles. Et en termes de temps de travail, je suis assez productive, donc ça peut mettre une semaine grosso modo pour un modèle. Une semaine seulement pour une robe? Oui. Oh, c'est rapide. Je suis assez impatiente comme fille. Ah impatiente et donc passionnée, parce que pour autant, on voit le souci du détail. Hein. Mais alors, tu les portes à quelles... Et en plus, cette couleur me sied. Elle te va ravir. On est d'accord. Hein. Quand on a ce genre de passion, qu'on se met à faire des robes, c'est aussi... il faut pouvoir les porter, ces robes. Tu les portes à quelle occasion? Il faut trouver des occasions. Alors, ça peut être des journées vraiment dédiées à ça, notamment dans les châteaux à Paris, le château de Vaux-le-Vicomte, le château de Versailles. Là, sur le mois de juin, il y a beaucoup de manifestations de la sorte. Donc, c'est des occasions en or pour moi. Mais alors, c'est quoi? C'est des réunions de passionnés? C'est plutôt des événements qui sont organisés par ces lieux, justement, pour
venir à la rencontre aussi d'autres personnes qui ont la même passion et puis mettre en valeur le patrimoine local. D'accord, mais alors ici en Moselle, est-ce qu'il t'arrive de porter ces robes aussi? Parce qu'on vient de voir Florent Albiani qui lui était déguisé en maréchal-duc de Belle-Île dans le centre-ville de Metz. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Ça m'arrive aussi puisque je fais régulièrement des séances photos ou des petits cours clips vidéo. Parce que j'aime bien cette originalité aussi, le fait de détonner un petit peu dans ce paysage où on n'a plus l'habitude de voir des toilettes comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors on dit toilettes, bien sûr pour les plus jeunes d'entre vous, soyez pas choqués, on parle évidemment des toilettes qu'on porte, puisqu'à l'époque on disait la toilette d'une femme c'était l'ensemble de ce qu'elle portait. Absolument. Toute la majesté qu'avaient les femmes de porter de jolis tissus, de s'orner de jolies choses, tout ce faste que les femmes revêtaient tout au long des siècles. Et qui coûtait très cher, hein, puisqu'il y a même des reines de France qui ont été épinglées par la vindicte populaire parce que leur toilette coûtait extrêmement cher. Notamment Marie-Antoinette qui a fait des folies à ce niveau. Voilà. Alors je propose, parce que là on voit toutes ces robes ici terminées, mais j'imagine qu'elles doivent prendre forme quelque part d'un atelier. C'est ça, je t'y emmène. Ouais, bah écoute, je te suis, Allez. super. Waouh! Magnifique! Merci. T'avais encore gardé des surprises Toujours. Bienvenue dans le petit royaume des créations de Laura. C'est ici qu'elle imagine, dessine et coud ses robes, soie, satin, coton, laine, flanelle, dentelle ou broderie, peu importe le tissu et les matériaux, Laura met sa passion au service de sa création. Des heures durant, elle crée les robes qui lui permettent de plonger dans l'univers du XVIIIe siècle avec tout le charme et le glamour qu'il comporte. Et alors j'imagine que là, dans ces placards, c'est aussi et encore des robes. Absolument, de toutes les époques et en partie du 18e, encore ici. Je peux? Je t'en prie. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Les couleurs, j'ai de plus en plus envie d'en mettre une. Hein, quand je les vois. Attirez bien. Mais franchement... J'ai plein de projets en cours parce que comme je te le disais, je fais beaucoup de sorties sur le mois de juin. Ouais. Donc j'ai la robe qui est derrière toi qui va aller à Versailles. Et là j'ai des petits projets aussi en cours, oui, au château de Versailles. Eh, quand même, tu le disais tout à l'heure que tu faisais donc des journées à Vaux-le-Vicomte, à Versailles et ailleurs. Cette robe-là va donc s'intégrer dans le décor de la Galerie des Glaces, carrément. Absolument. La plus belle galerie du monde quand même. Et alors, où est-ce que tu as étudié, toi, les robes? Parce que j'imagine, on s'improvise pas comme ça, tiens, je veux faire des robes 18e. Je pense qu'il y a quand même des choses à savoir, à connaître, à étudier avant de s'y mettre. J'ai pas fait d'école de couture à proprement parler, j'ai fait les beaux-arts, donc c'était une formation très généraliste. Ouais. Et moi, je me suis intéressée à côté, donc à l'époque, je me fais vieille, hein, il y avait les forums à l'époque, avant Instagram et compagnie. Ouais. Et sur ces forums, j'ai appris avec des passionnés en autodidacte, et je me suis forgée comme ça ma petite culture historique D'accord. de couture. Voilà pour le parcours et la passion. Maintenant, j'ai forcément envie de voir Laura porter l'une de ses créations. Pour cela, je la laisse seule. Petit à petit, pièce de tissu après pièce de tissu, coup de peigne après coup de peigne, bijou après bijou, Laura se métamorphose et remonte presque le temps. Ça, je vous le dis maintenant, mais sur le moment, je ne vois rien de cette transformation. J'attends sagement la surprise dans la pièce d'à côté. T'es prêt? Je suis prêt, j'attends. J'arrive. Waouh! Magnifique! Mais ambiance Versailles, totalement! Magnifique! Alors combien de temps pour mettre cette robe? Oh, là, ça a été assez rapide, une petite vingtaine de minutes. Ah oui, quand même! Oui. C'est pas ce qu'on met le matin quand on est pressé, hein? Pas trop, mais à l'époque, ils avaient des habilleuses et des coiffeuses. Eh bien écoute, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui, il y a quelqu'un qui va sonner dans... Eh ben, pile maintenant. Et je crois que c'est pour toi. Ah oui. Tu peux aller ouvrir. Cher Marquis, Madame, vous ici? très cher, comment allez-vous? Quelle surprise! Oui, je vois que vous avez mis vos meilleurs tissus aujourd'hui. Que diriez-vous peut-être d'une promenade galante? Avec grand plaisir. Allons-y. Allons-y. Eh ben ils partent là. Bah et moi? Bon, mais j'y vais. Ce qui est vraiment génial avec les deux passionnés qu'on vient de découvrir dans cette émission, c'est à quel point leur passion permet de compléter cette
connaissance toujours un petit peu lacunaire qu'on peut avoir du XVIIIe siècle, puisque Florent, qui est costumé en maréchal-duc de Belle-Île, incarne vraiment le personnage emblématique de Metz au XVIIIe siècle, celui qui en tout cas va instiguer toutes ces transformations dans la ville de Metz. Et puis Laura, avec ses robes qui nous permettent de bien comprendre, d'avoir d'ailleurs visuellement ce faste, cette beauté, ces toilettes, comme on disait à l'époque, qu'on portait à la cour de Versailles, eh bien ça permet aussi de se rappeler de cette beauté, cette recherche de beauté, ces codes de la mode qu'on avait au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, bien sûr, rattaché au château de Versailles, à la cour de France et donc aussi à l'histoire de France. Bon, ben, c'est comme ça que se termine ce premier numéro de Passion Patrimoine. Deux passionnés donc pour le XVIIIe siècle. On se retrouve très bientôt pour la rencontre de nouveaux passionnés. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao. Et vous allez voir lui, et vous allez voir que lui. Bam, hein. Non, ma place attitrée. Oh pardon, je sais plus où Je vous en prie, ici, Oui. prenez place. Merci. Et je sais plus quoi dire. C'est pas grave, coupez. Et parce que quand on a le goût de la chose, bien faite, le beau geste. Parce que ça va te... Mais en plus, j'ai l'impression d'être impoli puisque je ne réponds pas. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie. Et il se balade bien, lui, oui. petite promenade de santé, là, non mais... Non, viens. Ah, c'est du satin, hein. Pour le thé, Relevé. bien quoi. T'as mis le kimono. Hein? T'as mis le kimono. Ah, et j'ai mis le kimono. Ayokun. J'ai raté, désolé. Ah bah voilà, il a tout gâché. J'ai dit passons patrimoine. J'ai oublié le i. Waouh. Oh, waouh. Tu peux couper. Ah, attendez-moi, on avait dit qu'on faisait apéro. Vous aussi, vous êtes passionné d'histoire et votre passion prend une place importante dans votre quotidien, alors partagez-la en participant à l'émission. Expliquez-nous votre passion et laissez-nous vos coordonnées à l'adresse suivante passionpatrimoine@moselle.tv. Allez, ciao et vive l'histoire!